Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat de ce mercredi 9 janvier de l'an 2019. Et c'est avec Delphonse Akpaki, directeur de la Gazette du Togo.com. Et notre deuxième invité, c'est Germain Pouli, directeur de l'application du journal Togo Réveil, qui sera bientôt là. Et là, nous sommes avec Delphonse Akpaki. Delphonse Akpaki, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tout le monde. Delphonse Akpaki, merci de toujours accepter nos invitations. Notre premier contact de l'année, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Merci à vous pareillement. Eh bien, Delphonse Akpaki, les vœux, vous nous les avez présentés tout à l'heure, mais beaucoup de Togolais attendent les vœux du premier citoyen togolais, vous savez très bien, de Faure et Sozina Gnassingbé. Sauf moi. Vous n'entendez pas Non, de vœux du chef de l'État togolais? Ça a été toujours des redites. C'est-à-dire Des effets d'annonce, des promesses non tenues. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent encore? le chef de l'État pourrait situer l'opinion sur l'année écoulée et également se projeter dans l'avenir, surtout par rapport à cette nouvelle année. Je dirais qu'il est le premier responsable. Il est le chef de la famille Togo. Mais je peux peut-être vous choquer en disant, si lui-même consciencieusement, il le voit sous ce thème, il le conçoit ainsi, il le fera. Comme beaucoup de présidents dans le monde l'ont fait à leur peuple. L'année dernière, le chef de l'État l'a fait le 6 janvier. Cette année, ça tarde encore à venir. Aujourd'hui, on peut quand même l'espérer. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Au fait, est-ce que il faut présenter les vœux à la nation au 6, au 9? Vous voulez me dire que ces présidents qui l'ont fait à la veille de la nouvelle année l'ont mal fait? Je crois que la tradition voudrait que les vœux soient présentés soit le 31 ou alors le 1er janvier de la nouvelle année. Et pour un responsable, un père de famille digne de ce nom, qui est resté à Faune jusqu'aujourd'hui, je trouve que moi, je suis satisfait de son silence parce que je ne sais pas ce qu'il viendra encore dire aux Togolais. J'ai analysé plusieurs fois la sortie du chef de l'État qui regorge d'effets d'annonce, de promesses qui ne sont pas pour la plupart. Des discours de bonne volonté. Sauf que la volonté, vous l'avez qualifiée de bonne, mais ne se traduit pas chaque fois dans les faits. Mais les réalités de gouvernance ne sont pas aussi faciles que ça parfois, Delphonse. J'ai comme l'impression que la manière dont le chef de l'État est arrivé au pouvoir depuis 2005 le suit toujours. Est-ce qu'il a le coup des francs? Est-ce qu'il a la main libre? Il est chef d'État depuis 13 ans, Delphonse. Est-ce qu'il a la main libre pour faire certaines choses? S'il a la main libre, son peuple veut qu'il soit avec lui. Vous pensez Faure Gnassingbé beaucoup plus éloigné, distant de son peuple? J'ai été très malheureux depuis le 8 décembre. Je suis malheureux parce que ces compatriotes qui ont été assassinés lâchement par un haut supérieur de la hiérarchie militaire. Rien ne confirme tout cela pour l'instant. Non. Les enquêtes se poursuivent. Non. Vous savez, c'est vrai, je n'ai pas nommé. Est-ce que j'ai donné un nom? Non, vous n'avez pas nommé. Voilà. Mais je sais que c'est un officier qui est sorti. D'ailleurs, il y avait un officier de haut rang qui était, en reprenant le communiqué du ministre de la Sécurité qui était sur les lieux. Est-ce que j'ai menti? Vous avez écouté? Qui quand même précise que le haut supérieur de l'armée n'était pas sur les lieux du crime. Ah oui, ça c'est le Togo. C'est une précision de taille. Alors,
je dis que je suis malheureux parce que lorsque vous prenez des États où ceux qui les régentent sont politiquement civilisés, il suffit qu'on attente à la vie d'un seul citoyen pour que le chef de l'État réagisse. Mais dans le cas d'espèce, celui à qui on a fauché la vie, celui qu'on a tué, sur qui on a tiré lâchement, à 12 ans, et ne manifestait même pas, parce que nous sommes allés mener des investigations là-bas. J'ai pu rencontrer les parents, au moins, de ce jeune adolescent, qui m'ont expliqué les situations dans lesquelles, qui m'ont même amené là où il a été fauché, le sang qui a giclé là-bas. Mais quand ces choses-là se passent dans le pays, et que le chef de l'État, bizarrement, ce qui me fait froid dans le dos, c'est que le chef de l'État est le chef suprême des armées, et que nulle part, je vous dis, nulle part au monde, on ne peut jamais dire qu'on a tiré, qu'on a reconnu que c'est un homme en uniforme qui a tiré. Ça n'a pas été reconnu pour l'instant, Ildefonse Akpaki. Ce qui est dit dans le communiqué officiel du ministre, c'est que les enquêtes se poursuivent et pour voir qui a pu commis ce crime odieux. Alors, le ministre, lui, il est dans son bureau. Moi, je vous dis que moi, je suis allé sur le terrain. J'étais sur le terrain et après, je suis retourné sur le terrain. Je vous parle des fruits de mes investigations. Le ministre, dans ce communiqué, a reconnu qu'on a tiré. Et que c'est des billes. Bien sûr. Hein? Qui sont ceux qui ont tiré? Ils veulent nous dire que ce sont ceux-là que lui-même, il a qualifié entre-temps de groupe d'autodéfense. Ce sont eux qui ont encore tiré. Mais dites-nous. Il faut que le communiqué situe l'opinion, que le communiqué soit vrai. Moi, à un moment donné, je mets en doute tout ce que le ministre de la Sécurité dit, parce que moi-même, j'ai été plusieurs fois sur le terrain pour des événements donnés. Lorsque le soir, lui, il fait son rapport, c'est tout à fait le contraire. Son rapport, c'est tout un renseignement. C'est des éléments. Moi, j'ai vécu la chose. Mais ils envoient quand même sur le terrain des agents de renseignement qui rassemblent sur un espace beaucoup plus large. Alors, tu veux me dire que les agents de renseignement qui sont envoyés font des rapports tronqués à leur chef? Puisque je vous dis que des fois, des éléments que vous n'avez pas. Non mais Ildefonse Akpaki, je vous dis que des fois moi-même, et des fois nous sommes la cible même de certains compatriotes qui manifestent et qui nous disent: allez montrer que ces 5 personnes qui sont encore venues, vous allez voir un jour. Mais le contraire, le soir, sur vos petits écrans, vous voyez le ministre qui est là et qui parle, mais vous êtes choqués. Alors, je reviens sur le fait que, étant le chef suprême des armées, il faut arriver à un moment donné. Parce que jusqu'alors, ce que vous ne comprenez pas et que je suis en train de vous expliquer, si on nous disait que le Togo a été agressé, a été envahi par des terroristes et autres, et qu'on a fait sortir l'armée pour réprimer, pour repousser ces agresseurs, je pourrais comprendre. Mais quand on dit que les gens sont sortis pour faire des barricades et qu'on sorte l'armée qui tire à boulet rouge sur des gens et que, jusqu'à preuve du contraire, les premiers responsables de l'armée ne situent pas la responsabilité des commanditaires et des auteurs, et ça continue de plus belle, mais à un moment donné, on dira que l'armée a pris le peuple comme des agresseurs. Parce que chaque fois on tue, on ne dit rien. On bastonne, on violente, on opprime, on ne dit rien. Alors, ça a été toujours comme ça. Voilà pourquoi je vous dis, même si le chef de l'État ne parle pas,
qu'est-ce qu'il vous dira? Son discours pourrait réconforter certaines personnes, pourrait Non. situer l'opinion nationale surtout sur ce qui nous attend pour cette nouvelle année. Non, mais moi je trouve que si j'étais conseiller du chef de l'État, j'allais lui dire de beaucoup sévir, de poser des actes concrets pour que le peuple sache qu'il est avec lui, que de parler. Lui-même, je l'ai entendu lors de la campagne électorale de 2015 dire à Agoué, aux populations d'Agoué, oui, il a dit, vous-même vous savez que je ne parle pas beaucoup. Pour un chef d'un État. On peut ne pas parler beaucoup, mais agir beaucoup. Je ne vois pas les actes qu'il pose concrètement. Je viens vous donner un exemple. En tout cas, Ildefonse Akpaki, Fonia Simbe, vous ne voyez pas les actes qu'il pose concrètement, mais là, on vient de noter un acte du chef de l'État, eh bien, conformément à ses prérogatives constitutionnelles contenues notamment dans l'article 373 de la Constitution de la 4e République qui dispose le président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État, Fonia Simbe, a accordé par décret numéro 2019-001 en date du 3 janvier 2019 une grâce présidentielle à 454 détenus. Il s'agit d'une remise de la peine restant à courir accordée à plusieurs condamnés sur l'ensemble du territoire national. Bonne nouvelle. Oui, pour les familles dont les gens sont en prison, et il faut préciser que ce sont des détenus de droit commun. Bien sûr. De droit commun. Alors, bonne nouvelle pour ceux qui ont été libérés, pour leurs familles. Et je suis un peu malheureux aussi que des compatriotes, des citoyens qui ont voulu exercer leurs droits constitutionnels en manifestant, ont été arrêtés. Et depuis lors, on demande la relaxe de ces concitoyens. Le chef de l'État le sait aussi, puisque nos investigations nous montrent aujourd'hui qu'aucun parmi eux n'a recouvré la liberté. Et parmi... Et pourtant, oui, ils ont voulu juste exercer leurs droits constitutionnels. C'est la Constitution, puisque en lisant tout à l'heure, vous avez fait référence à la Constitution. Bien sûr, c'est l'acte fondamental qui... Alors cet acte, c'est un acte que les familles de ceux qui ont été libérés vont apprécier. Mais je suis malheureux, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des compatriotes à moi qui ont voulu exercer leurs droits constitutionnels ont été arrêtés et croupissent encore en prison aujourd'hui. À côté, et c'est là où je dis que le chef de l'État, il lui manque de poser un certain nombre d'actes courageux. À côté, j'ai vu personnellement des gens dans ce pays aussi que des autorités ont qualifié après de groupes d'autodéfense qui ont tué. Et qui ont tué, c'est des accusations graves, Ildefonse Akpaki. Ah bon? Vous avez vu? J'ai vu à Gapoto et j'ai même amené des gens à l'hôpital, au CMS. Vous les avez amenés à l'hôpital? On a fendu la tête aux gens. Des gens sont morts après, ils sont morts. Pourquoi? On les a battus. Ils sont morts. Est-ce que la justice togolaise ne s'est pas saisie de toutes ces affaires? Qu'est-ce que vous dites là? Laissez-moi aller au bout de mon analyse. Allez-y. Ces groupes d'autodéfense qui ont opéré, pas seulement à Lomé, mais aussi à l'intérieur du pays, ils sont là. On ne leur dit rien. Des bavures policières et militaires ont été commises par des agents, par des militaires. Mais est-ce que vous savez que les armes conventionnelles de maintien d'ordre, ce ne sont pas des armes à balles réelles? C'est ce que j'appelle bavure. On a tiré. Et aujourd'hui, puisque vous prenez le contre-pied de ce que je dis, je donne juste l'exemple de Jojo, ce petit-là. C'est une balle militaire qu'on a extraite dans son corps. Ceux qui ont commis ces actes-là,
ceux qui sont rentrés dans les maisons des gens, à Baie, à Sokodé, à Baratao et un peu partout, qui ont battu des populations. Quel sort a-t-on réservé à ceux qui ont commis tout ça là? Eux, ils sont libres, comme du vent, ils circulent normalement. Pendant que ceux qui ont voulu exercer un droit, on nous dira qu'ils ont cassé. Eux, ils ont cassé, ils ont été arrêtés. Ceux qui ont tué, ils sont libres. Or, si vous vous renseignez très bien, vous saurez que dans les statuts de la gendarmerie, de la police et surtout de l'armée, il n'est pas permis d'aller encadrer une manifestation pacifique avec des armes pour tirer à boulet rouge sur ces manifestants au menu. Quel sort a-t-on réservé à toutes ces personnes qui ont posé ces actes-là? Mais c'est de cela qu'il est question. Nous ne voulons pas fonder une république où nos lois sont taillées à l'image des toiles d'araignée qui laissent passer les grosses mouches et qui retiennent les petites mouches. C'est pas sérieux. Dans une république, on nous dit, nous sommes tous égaux devant la loi. Qui sont ceux-là qui ont reçu pour mission ou qui ont le droit de vie et de mort sur les autres? Mais c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Et moi, je suis très malheureux lorsque on nous dit qu'il y a des gens qui n'ont rien fait, qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour la simple raison qu'ils ont marché, qu'ils ont cassé des choses. Ils ont cassé, ils ont cassé des... Vous me direz des édifices publics. Des édifices publics, bien sûr. Et autres. Mais je vous dis, à côté de ceux qui ont cassé, ceux qui ont fauché la vie aux gens, ceux qui sont morts, est-ce qu'ils vont revenir à la vie? Est-ce qu'ils vont revenir à la vie? Qui est-ce qui donne l'ordre d'appuyer sur la gâchette pour faucher la vie? Pour la plupart aux innocents. Jojo, le petit Jojo, il passait, il a été fauché. Et le jeune de Agwezongo, le petit mécanicien, il était tout tranquillement en train de travailler quand il a vu les gens courir. Il est allé se cacher, on l'a tué. Ceux qui ont perpétré tous ces actes-là, qu'est-ce qu'on leur a dit? À côté de ceux qui, je suis d'accord, qui manifestaient, est-ce qu'on veut nous dire que dans notre armée, où on dit que la discipline règne, veut-on nous dire que c'est encore des éléments incontrôlés qui sortent et qui commettent ces actes-là en 2018? Il devrait savoir que cette question de tenue en griffe liée aux manifestations politiques, cette question est prise en compte par la feuille de route de la CEDEAO. Oh, ne me parlez pas de CEDEAO, s'il vous plaît. Nous avons tous vu ce que c'est que la CEDEAO. Nous l'avons vu. C'est regrettable. C'est regrettable. Ne me parlez plus, s'il vous plaît. Non, ce que je voudrais souligner, c'est que vous faire observer, c'est que dans cette feuille de route de la CEDEAO, il est précisé que les procédures judiciaires puissent aller au bout et que ces personnes soient relâchées. Je ne refuse pas. Ceux-là ont été arrêtés. Ils croupissent déjà en prison. Bien sûr. D'ailleurs, ce matin, Sativi, voilà un cas. Sativi qui voulait organiser une conférence de presse qui n'a pas encore commencé, a été arrêté et aujourd'hui, il sera présenté devant le juge. Je dis, eux, ils ont déjà connu leur sort. Et ceux qui ont tué, quel sort réserve-t-on à ceux-là? Faut que la justice puisse... C'est en cela, je dis, est-ce que au sein même de la Grande Muette, il n'y a plus de discipline pour qu'on sache ceux qui donnent les ordres et ceux qui les exécutent? Parce que, moi, je ne comprends pas. Vous avez vu, en France, on nous parle depuis un moment de gilets jaunes. Bien sûr. Avez-vous appris
que la gendarmerie ou bien les unités spéciales qui, à un moment donné, sont venues en renfort aux policiers, aux gendarmes, avez-vous entendu qu'un seul a tiré sur la foule? Vous l'avez entendu, vous? Pas de tir, mais il faut dire que les unités ont été également très dures avec les manifestants. Vous avez enregistré combien de morts jusqu'aujourd'hui? 0. Oui, c'est du professionnalisme. C'est ça qu'on appelle professionnalisme. Mais ici, avez-vous vu à Lomé, je donne juste l'exemple de Lomé, des gens armés face aux hommes entrayés, vous les avez vus? Et pourtant, l'armée a fait usage de balles réelles. Qui donne l'ordre pour que ça se passe comme ça? Qui? Mais c'est tout cela réuni qui me fait dire, le chef de l'État vous parlera, mais qu'est-ce qu'il nous dira? J'ai rappelé au début de l'émission que ces messages ont toujours été des effets d'annonce et des promesses. Vous vous rappelez le nombre d'années que le chef de l'État parlait de réforme jusqu'aujourd'hui? Le chef de l'État, par le gouvernement, a fait envoyer des projets de réforme à l'Assemblée, plusieurs d'ailleurs. Je suis sûr que vous ne jouez pas à l'avocat du diable. Non, ce que je dis est réel, c'est des faits quand même. Ildefonse Akpaki. Vous avez vu le gouvernement envoyer le 30 juin 2014 un projet de... Oui, mais qu'est-ce qui fait que ça... constitutionnelle à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas? Il a eu quand même le courage d'envoyer, de vouloir faire les réformes. Et vous savez, reste un débat à l'Assemblée nationale. Ça me fait marrer lorsque des confrères animateurs me mènent sur ce terrain-là. Je connais un tout petit peu le système RPT Unir. Je sais comment ça fonctionne. Lorsque ça n'arrange pas, ils bloquent tout. Donc, je vous réponds maintenant. Eh bien, Ildefonse Akpaki, on sait que depuis hier, la première prise de contact des nouveaux élus à l'Assemblée nationale, la 6e législature a commencé. Et le doyen d'âge, qui est l'honorable André Johnson, disait: le Togo est debout, il est en marche et il avance. Ildefonse Akpaki, quels seront, selon vous, les grands enjeux de cette nouvelle législature? Je voudrais, avant d'aborder ce que vous appelez par nouvelle législature, revenir un tout petit peu sur ce que j'ai vu le 20 décembre. Le 20 décembre dernier. Des élections qui sont bien déroulées. Je ne suis pas terré chez moi comme la plupart de mes compatriotes. Mais beaucoup d'observateurs étaient sur le terrain et ont confirmé la tenue régulière de ces législatives. On en parlera, puisque nous sommes sur ce point-là. Et j'ai sillonné Lomé avec la petite équipe de la Gazette du Togo que nous avons fendu en deux. Lomé ne fait pas le Togo, Ildefonse. Je vous parle de ce que j'ai vu à Lomé d'abord. Allez-y. Et j'ai précisé que je ne suis pas terré chez moi. J'ai voulu, en tant que journaliste, vivre mon époque. Qu'on ne vienne pas me raconter après ce qui était passé lorsque le Seigneur a bien voulu que je garde ce souffle de vie. Et j'ai vu, et je rends grâce, je témoigne aujourd'hui que même si après on nous parlera de référendum, je vous dirai que le peuple togolais a fait son référendum le 20 décembre dernier. Et la lecture que j'ai faite ce jour-là avant de poser ma grosse tête là sur mon oreiller, c'était cette idée-là qui m'est venue. Aujourd'hui, de mon vivant, et je sais que dans leur grande majorité, les Togolais ont prouvé qu'ils ne portent plus ce régime dans leur cœur, que ce régime demeure un régime vomi. Le taux de participation à 59%, j'en viens. Ne vous convainc-t-il pas? J'en viens. Je vous dis
je connais un tout petit peu le système RPT Unir et je sais comment ce système-là évolue. Lorsque je parcourais les quartiers de Lomé, je me demandais si les gens étaient dans les centres de vote. Je me suis rendu dans plusieurs centres de vote. J'ai constaté, comme ma consoeur de RFI qui disait, il y avait beaucoup plus d'agents de sécurité et d'observateurs dans les bureaux de vote que les votants. Alors, j'ai pu constater que, et là je salue, en tant que citoyen togolais, tous ces responsables religieux qui ont compris que il ne fallait pas qu'on aille aux élections à cette date-là. Le motif. Les jeux n'étaient pas équilibrés. Je les salue à juste titre. Et je dis aujourd'hui, je n'oublie pas les cas de musulmans et autres qui ont aussi vu juste, qui voulaient juste que les Togolais s'asseyent, se comprennent, que les Togolais entre eux-mêmes disent nous irons aux élections à telle date, que ne soit pas l'étranger qui nous impose une date. Ils ont vu juste. Et draineur et foule, fidèles chrétiens, musulmans et autres, vous avez vu. Ils avaient prophétisé, si je peux dire, ils disaient craindre des violences au cours de ces législatives, mais on n'a pas eu de violence quand même. Au-delà même de craindre des violences, le message a été clair. Ces élections qui seront organisées le 20 décembre, d'abord, elles ne respectent pas les lois de la République. Elles ne respectent pas la feuille de route. Vous avez parlé d'une feuille de route tout à l'heure. Elles ne respectent même pas la morale. Parce que dans tout ce qu'il faut faire en tant qu'être humain, il faut une dose de morale. Et je salue la maturité de ce peuple qui a compris. Lorsque vous me parlez aujourd'hui d'élections, lorsque vous me dites aujourd'hui que la CEDEAO, les observateurs ont fait ceci, mais j'étais à la conférence de presse. Des observateurs de la CEDEAO. Des observateurs. Vous avez senti quand même une certaine déception dans les déclarations du général Bianzin par rapport aux arrangements qui ont été faits, et pourtant l'opposition n'a pas pu, la C14 n'a pas pu consommer ces arrangements. Il est seul à savoir face à l'histoire ce qu'il a posé comme acte. Vous parlez du général Bianzin? Bien sûr. Et je l'ai dit un jour ici, qu'à la première réunion, quand il était arrivé, ce qu'il nous avait dit. J'aurais à Bianzin. Mais on a discuté en aparté. Il a discuté avec nous en aparté avec un petit groupe de journalistes. Je l'avais dit sur certains plateaux. Je ne reviens pas là-dessus. Mais j'ai relevé quelque chose de très important lorsque la correspondante de RFI posait la question au général, je crois que c'est du Niger, il est Sabou ou quelque chose comme ça on l'appelle. Et elle lui demandait combien de zones avez-vous observé, patati patata. Il dit nous étions dans la région maritime. Ce qui veut dire que, la première remarque, ce qui veut dire que la CEDEAO ou les observateurs de la CEDEAO n'ont couvert que la région maritime. Et donnant les localités, les centres de vote, mais c'était comme si j'étais en train de voir ou de suivre un film de comédie, les westerns là, qui se faisaient à l'époque où il y avait trop de comédie. J'ai été ahuri lorsqu'on me cite, on m'a cité Tchevier, Noche, notez bien, vous notez, Kara, Balimé, mais diantre. Ils ont pris les grandes villes du pays. Écoutez-moi,
il dit, région maritime, vous notez bien, je dis j'étais là, cher ami. Mais Kara et Palimé ne sont pas de la région maritime. Le document qu'on lui a donné, c'est un faux document. Ou bien il n'a pas pris soin. Et je me rappelle, il était sur le terrain. Laisse tomber cette histoire. Il défonce. Je me rappelle le même scénario avec le président de la CENI en 2005, Tafatabiou, c'était 2005, non? Où il disait, on me fait savoir qu'il y a des erreurs ici. Vous avez travaillé... 2015. 2015, voilà, 2015, excusez-moi. Vous avez travaillé sur un document, vous-même. Et c'est quelqu'un. Vous voyez, c'est ça aussi l'œuvre divine. Ça saute à l'œil. Et si vous êtes intelligent, parce qu'on dit d'habitude que même mentir demande beaucoup plus d'intelligence. Je l'avais dit sur un plateau la dernière fois, j'ai dit minimum, un autre invité me rétorque, non, beaucoup d'intelligence, parce que si vous ne savez pas mentir, vous allez vous faire découvrir et vous allez vous faire ridiculiser. Lorsqu'il dit, il martèle, et vous avez vu les gens se sont moqués de lui. Retournez et écoutez la bande. Quand il a dit, notez très bien, région maritime, Tchevier, Motier, et Kara, et Palimé, j'ai dit, mais diantre. Maintenant, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce que dans certains bureaux de vote, le nombre de votants a dépassé le nombre d'inscrits? Ça peut être une erreur de calcul. Qu'est-ce qui a été à l'origine du fait que des gens qui n'avaient pas de carte de vote ont voté avec leur pièce d'identité? Vous cautionnez cela, mais c'est une erreur grave. Mais parce que vous n'avez pas été pris en compte par la liste. Oui. C'est ce qui fait que dans certains centres, je vais terminer. Dans certains centres, à supposer que vous êtes fait enrôler à Côte-d'Ivoire-Copé, vous, votre centre de vote, c'est Côte-d'Ivoire-Copé dans une salle. Quelqu'un qui ne s'est pas fait enrôler et qui le jour-là choisit lui-même délibérément d'aller voter dans un centre comme ça. La loi ne le permet pas du tout. Les gens ont voté. J'ai eu des confidences. Des confidences qui pourraient se prêter à des manipulations également. Pas ça. Ça, là, je l'ai vécu. Ah bon? Ça, je l'ai vécu. Et j'ai des amis qui étaient qui ont voté au PS, qui ont témoigné le jour-là, puisque je vous dis que moi, avec mon équipe, nous avons circulé dans les bureaux de vote. Ce que je sais, c'est qu'on leur a demandé, lorsque vous viendrez avec votre carte d'identité, laissez les gens voter. Et les gens ont voté. L'erreur que je souligne, c'est que il y a un nombre arrêté pour un bureau de vote. Lorsque vous ne vous êtes pas fait enrôler et que vous allez voter là, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le nombre de votants, contrairement au nombre d'inscrits. C'est une aberration électorale. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une fiche d'omission. Quand vous ne retrouvez pas votre nom, vous pouvez voter et vous inscrire sur la fiche d'omission. Là, vous avez quand même votre carte d'électeur. Cher Elie, ça n'a pas été fait ici. Des bus et des taxis qu'on a mis à disposition des gens pour qu'ils votent. Pour qu'ils aillent voter dans les milieux reculés. Un peu partout, après avoir voté ailleurs. Moi j'ai vu au Ghana, Ildefonse Akpaki, des partis politiques s'organiser pour mettre des moyens de transport à la disposition de leurs militants, des populations pour aller voter quand ils observent ou quand ils remarquent que le centre de vote est beaucoup plus loin des populations. Cher ami, un siège au moins d'une formation politique a servi de centre de vote. Vous le savez-vous? Non, vous ne pouvez pas le savoir. C'est dans tout cela qu'on nous parle aujourd'hui de législature. Législature, le verre, il faut le boire. Une remarque très pertinente. Lorsque vous êtes natif d'un milieu, vous avez au moins 60% de chance, lorsque vous vivez dans le milieu et que vous êtes reconnu, et
que vous portez candidat, de sortir, c'est-à-dire d'être élu. Mais lorsque vous n'êtes pas natif d'un milieu et qu'on vous parachute et que par ce que vous connaissez, Ou pour ne pas être natif du milieu, mais si vous y résidez et que vous avez assez d'acquaintance avec les gens, voilà, ça aussi ça passe facilement. Oui, ça passe facilement. Sauf que ceux qui ont été cooptés là, 2 ou 3 personnes n'ont pas vécu dans ces localités. Et par alchimie politique du RPT Unir, les gens ont été élus. Voilà un peu les conditions dans lesquelles nous parlons aujourd'hui d'une nouvelle législature. Voilà. Et moi, je n'ai rien contre personne. Mais depuis un moment, j'ai vécu avec des gens qui, hier, nous faisaient croire qu'ils aimaient ce peuple. Mais en réalité, ils avaient beaucoup plus mis devant leurs privilèges. Je peux vous répondre en vous disant que si vous indexez par exemple les nouveaux élus de la nouvelle législature, je peux vous dire que le doyen d'âge, André Johnson, disait hier, l'amour de la patrie et les valeurs nationales doivent guider nos pas. Le Togo est debout, il est en marche et il avance. Ce monsieur... L'amour de la patrie et les valeurs nationales doivent guider nos pas. En quoi vous leur reprochez de ne pas être patriotique? Est-ce que vous avez vu sortir de ma bouche le mot que vous venez d'utiliser, ou bien l'expression que vous venez d'utiliser? Celui dont même vous parlez, monsieur André Johnson, je le connais. Je crois avoir mis la main dans l'assiette avec lui plusieurs fois, chaque fois qu'il revenait avant de l'Europe. Je le connais chrétien aussi, catholique surtout. Très chrétien catholique. Alors, je n'ai pas de jugement à faire sur sa personnalité, mais je lui demanderai juste d'interroger sa conscience. Si tout ce qu'il pose comme acte depuis un moment va droit et respecte sa vie chrétienne, je demanderai à l'Éternel Dieu de le bénir abondamment. Mais si cela va à l'encontre du désir de ce peuple, je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge. En tout cas, Ildefonse Akpaki, je le disais, le vin est tiré. L'Assemblée, nous avons une nouvelle Assemblée nationale, la 6e législature. Et cette législature, juridiquement, a un devoir. Quelles sont les priorités qui selon vous, vont être à la page de cette nouvelle Assemblée, au regard du contexte politique actuel? Vous savez, je l'ai dit, je le martèle. Je suis citoyen togolais. Le Seigneur m'a fait grâce d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai pu avoir la chance de parcourir un tout petit peu le Togo dans l'exercice de ma profession de journaliste. Je connais un tout petit peu notre peuple. Je sais ce que ce peuple veut. Et je l'ai dit lors du recensement que, compte tenu de mes principes, je ne suis pas allé me faire recenser. Conséquence, je n'ai pas voté. Et donc, je ne donne pas mon avis sur ce que je n'ai pas fait ou ce que je n'ai pas demandé à faire. Ceux qui aujourd'hui juridiquement se retrouvent à l'Assemblée nationale, c'est eux qui savent ce pourquoi ils sont là-bas et ce pourquoi ils y seront.
vous l'avez si bien dit, et je suis d'accord avec vous, juridiquement, le Togo doit avoir une assemblée nationale. Je suis d'accord. On sait très bien qu'il y a des contestations politiques sur cette assemblée. Mais ce que je dis, c'est que ceux-là doivent savoir ce qu'ils ont comme mission à remplir. Ce n'est pas moi qui vais leur dire faites ceci, faites cela. Et non, je ne le dirai pas. Parce que je n'ai pas pris part au vote. Je n'ai pas voté, je le dis. Vous n'avez pas voté. Je n'ai pas voté. Je ne vois pas pourquoi je vais voter. Vous avez manqué à votre devoir civique. Je l'assume parce que les conditions et mes principes, j'ai parlé de mes principes, maintenant je parle de mes convictions, ne me le permettaient pas de le faire dans ces situations-là. Eh bien, nous sommes rejoints à quelques minutes, bien sûr, de la fin, par Germain Pouli. Germain Pouli, bonjour. Bonjour Elie, bonjour Ildefonse. Vraiment toutes mes excuses, hein. J'ai failli dire que je venais pas. J'ai eu des petits soucis la nuit. Je viens de sursauter du lit pratiquement. J'ai eu une nuit assez pénible. Toutes mes excuses donc aux auditeurs. Et mes vœux donc à vous-même, à ceux qui nous écoutent et puis à tous les Togolais. Donc beaucoup de paix, beaucoup de prospérité, plus d'entente, plus de renforcement des liens entre fils et filles de la même nation. Eh bien, très rapidement, je vais revenir sur ma première question posée à Ildefonse Akpaki. C'est par rapport au vœu très attendu du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. L'année dernière, c'était le 6 janvier que le chef de l'État s'était prononcé. Aujourd'hui, on est au 9. Et pourtant, le chef de l'État n'a pas encore sorti son discours qui doit situer l'opinion nationale et voire internationale sur les événements de l'année écoulée et nous projeter dans cette nouvelle année. Bon, en réalité, les vœux, ce sont les vœux, c'est pas l'état de la nation qu'on fait. Et certains présidents font les vœux, d'autres n'en font pas. Et pendant longtemps, les Togolais sont habitués à recevoir des vœux. Depuis quelque temps, on les attend, ils arrivent. Parfois, ils n'arrivent pas, parfois, ils arrivent plus tôt, parfois plus tard. Et cette année, on est déjà au 9. Il n'y a pas de vœux. Mais hier, nous avons titré un article, cadeau de nouvel an du chef de l'État, remise de peine à 454 détenus grâce le président offre la grâce présidentielle à 454 détenus dans 13 prisons du Togo. Alors nous avons assimilé ça à des vœux et je crois que les actes sont plus importants que les paroles. Ce sont 454 personnes qui se sont vues accorder une remise de peine, qui vont retrouver leur famille. Ce sont les familles qui sont heureuses, ces personnes-là d'abord et leurs familles, et en même temps tous ceux qui se préoccupent de la situation dans laquelle les gens vivent dans les milieux carcéraux en général à travers le monde où aujourd'hui on assiste à une surpopulation des prisons. Et hier même j'étais en discussion avec l'un des responsables d'une organisation des droits de l'homme qui se réjouissait particulièrement de cette décision. Alors je crois que en termes de vœux pour les Togolais et pour ces centaines, pour presque ce demi-millier de personnes concernées, donc ces centaines de familles et ces milliers de personnes concernées, c'est de bons vœux. Maintenant, est-ce qu'on aura les vœux traditionnels? On n'en sait rien, mais je crois que c'est un acte assez fort, à mon avis. Et il n'a pas parlé, il a agi, et ça dessine un peu ce que peut être cette année. Donc cette année où il y aura beaucoup de compassion, cette année qui peut être celle-là où le bien-être va être en avant, le pardon et tout ce qu'on peut comprendre. Et donc je crois que nous sommes dans une situation
Et j'ai plutôt apprécié. Maintenant, est-ce que le président va encore prononcer son vœu? On n'en sait rien. Oui, Germain Pouli, qu'en est-il aujourd'hui des détenus liés aux manifestations politiques connues très récemment? Des détenus liés aux manifestations politiques connues très récemment. Oui, non, je crois que les manifestants, les arrestations, les personnes arrêtées lors des manifestations ont été progressivement libérées tout au long du processus il y a une liste qui a été libérée. Du dialogue et de l'élection. Donc on a assisté à des vagues d'arrestations. Maintenant, il y en a qui ne sont pas libérés. La CEDEAO, le groupe des 5, avait exhorté le gouvernement à voir la possibilité d'accélérer les procédures et peut-être, pourquoi pas, d'envisager des mesures de clémence. Et on a vu aussi qu'avant les 454 détenus à qui la grâce présidentielle a été accordée, plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de manifestations avaient aussi bénéficié de la grâce. C'est pas vrai. C'est vrai. Les gens avaient été jugés et ils ont été libérés par grâce présidentielle. Il y en a qui... Pas dans ce décret quand même. Non, je dis avant les 454 personnes. Avant, oui. Okay. Il y en avait qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. C'est ce que je dis. Et dans le cadre de manifestations, les gens avaient été jugés et condamnés. Les gens ont vu leur peine non appliquée. Même on a appliqué des peines avec sursis. D'autres ont été tout simplement libérés. Il y en a qui devaient purger leurs peines qui ont été libérés par grâce présidentielle. Ça a été fait avant la fin de l'année. Donc, c'est pour revenir un peu sur les libérations progressives. Maintenant, ceux qui y sont encore, qu'est-ce qu'on leur reproche? J'ai entendu une fois le ministre de la Sécurité dire ceux qui sont encore en prison savent ce qu'on leur reproche. Peut-être que maintenant, les Togolais voudraient savoir ce qu'on leur reproche. Donc, il faut que ces affaires-là soient bouclées. Mais vous savez, l'instruction, la procédure judiciaire est très longue. Elle prend des mois, des années, des dizaines d'années dans certains cas. Mais on ne le souhaite pas dans le cas de ces personnes-là. Il va falloir aller vite, comme l'a souhaité donc la plupart des partenaires du Togo. Mais en même temps, je crois que quand j'ai entendu certains parler de détenus politiques, je crois que quand on est arrêté pour ses opinions ou pour ses activités politiques, c'est différent de quand on est arrêté quand on est sur une action politique et qu'on commet une infraction qui n'est pas de nature politique. Donc, conviendrez avec moi que quand vous allez à une manifestation et que vous saccagez la boutique du voisin, par exemple, vous brûlez la voiture de X qui est de passage, il ne s'agit pas d'une manifestation politique. Vous êtes sorti un peu de ce cadre-là. Maintenant, qu'est-ce qui est reproché à toutes ces personnes? Moi, personnellement, je n'ai pas fait de recherche pour le savoir. Il va falloir que la justice nous situe. Mais si je m'en tiens au propos du ministre de la Sécurité, il a dit exactement ceci. Ceux qui sont en prison savent ce qu'on leur reproche. Maintenant, notre souhait rejoint celui des partenaires du Togo, c'est de voir dans quelle mesure les procédures peuvent être accélérées pour que ces gens-là soient jugés. Parce que vous le savez, il y a la présomption d'innocence. Vous pouvez être arrêté et à la fin, on se rend compte que vous êtes innocent. Vous pouvez être arrêté aussi à la fin, on peut se rendre compte que vous êtes coupable. Alors quand vous êtes coupable, il n'y a pas de problème. Parfois, on réduit un peu le temps que vous avez déjà passé pour dire vous avez fait tel nombre de mois. Si vous devez couper de 2 ans ou je ne sais pas 1 an, on réduit. Mais si vous êtes innocent, ça veut dire que vous avez passé beaucoup de temps pour rien. Donc c'est sur ce point-là que nous aurions souhaité que les procédures avancent un peu plus, plus vite que les autres procédures. Maintenant, est-ce que ces procédures sont prioritaires?
quand nous assistons à une lenteur judiciaire, même si des efforts sont faits dans le sens de la modernisation de la justice, la lenteur judiciaire, elle est pratiquement universelle. Quand une affaire commence aujourd'hui, pour voir le bout du tunnel, parfois ça prend du temps. Maintenant, espérons vraiment que l'appareil judiciaire togolais puisse vite rassembler tous les éléments des différentes affaires en instruction, pour que ces procès-là aient lieu le plus tôt possible et que les innocents, s'il en existe, soient libérés. Si les coupables, s'il en existe, subissent donc la rigueur de la loi. Et maintenant, après, on pourra aussi s'attendre à ce qui est arrivé hier, que le chef de l'État donc puisse éventuellement envisager des mesures de clémence. Mais tout dépendra là, encore une fois, des infractions commises. Eh bien, réaction et défense, juste pour quelques secondes. Oui, mais d'abord, je lui souhaite aussi mes vœux les meilleurs de cette nouvelle année. J'ai été très ahuri qu'il a parlé de saccage de voitures. Moi, je donnais des exemples. Oui, non. Puisque j'ai dit, je ne sais même pas. Oui. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'on leur reproche. Oui. Je donnais des exemples. Ça c'est rien du tout. À côté de ceux qui ont saccagé parce qu'ils étaient... non, je n'ai pas parlé, Ildefonse. Je peux te parler des meurtres aussi. Voilà. Je connais des gens qui... Voilà. Je prends juste... je ne suis même pas allé dans les détails. Puisque si je voulais, j'allais dans des exemples de meurtres. Je ne l'ai pas fait. Je dis ceci. Ildefonse. À côté de ceux qui manifestaient et qui ont peut-être saccagé... Tué alors, dans ce cas. Ceux qui ont tué. Voilà. Quel est le sort qu'on leur a réservé? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ceux qui ont tué... Des bavures policières. Les manifestants qui ont tué, qu'est-ce qu'on leur fait? Mais la plupart sont en prison. Ah bon? Alors tu reconnais que les gens sont tués, ils sont en prison. Ah, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Ah, mais c'est toi qui dis que la plupart sont en prison. Mais, quand on a arrêté des gens, on a parlé, j'ai écouté. Non, d'accord. Moi, à côté de cela, je dis, ceux qui ont commis des bavures policières, militaires et autres, quel est le sort qu'on leur a réservé? Ceux qui ont fauché le petit Jojo, ceux qui ont fauché le petit mécanicien Agoué, Zongo la dernière fois, quel est le sort qu'on leur a réservé? Mais nous voulons fonder une république. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je vous disais également que les enquêtes sont en cours. On a laissé selon les ces ministres de la sécurité. Laissez ces histoires-là. On sait. Je vous ai dit, je sais comment fonctionne au moins un tout petit peu ce système-là. Ceux qui commettent des meurtres, qui sont proches de ce système, ne sont jamais arrêtés. Je vous le dis parce que lorsque ça se passe comme ça, il faut situer les responsabilités. Nous savons que les gens ont manifesté, ils ont saccagé des choses. Ils ont tué aussi. Quand on les a arrêtés, tout le monde a écouté le ministre. Mais ceux qui ont commis des bavures policières, militaires, pourquoi le ministre n'en parle pas? Quel est le sort qu'on leur réserve? Est-ce que les armes ces armes conventionnelles retenues pour le maintien d'ordre, on demande aux gens d'aller là avec des balles réelles, leur faucher la vie? Oui, Germain Pouli, juste 30 secondes pour me répondre à cette question. La nouvelle législature a pris place hier. Cette nouvelle législature, quels sont ses enjeux? Oui, mais avant d'y revenir, je crois que Ildefonse va maintenant dire des choses que je ne voulais pas dire. Si on a connu des manifestations depuis plus de 5 ans, ici au Togo, depuis 2010. Hein, Jean-Pierre Favre a marché des centaines de fois. Mais ce qui s'est passé depuis le 19 août, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des manifestants s'attaquer aux forces de l'ordre, retirer des armes. On n'a jamais vu tuer des agents de forces de l'ordre. Alors, je crois qu'il y a cette année ou l'année qui est finie, celle d'avant, 17 et 18, ont été caractérisées par une violence extraordinaire. Et donc, le fondement, aujourd'hui vous assistez aux gilets jaunes, si je crois qu'il est collé à l'actualité. Les gilets jaunes s'attaquent aux forces de sécurité. Mais si vous vous attaquez aux forces de sécurité qui sont le socle de la sécurité du pouvoir, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de sécurité dans l'État. Macron a été ferme d'ailleurs dans son discours. Il n'y aura plus personne pour défendre l'État. Ça, c'est une institution, ce ne sont pas des personnes. Quand quelqu'un est en tenue, c'est une institution. Et donc,
Il y a eu des manifestations, on en a connu, on n'a jamais vu ça avec le CST, avec le FRAC. Les jaunes, est-ce qu'ils ont tiré? J'arrive. Mais tu sais combien de morts il y a eu en France? Il y a une dizaine de morts déjà en France. Informe-moi. Tu sais qu'il y a une dizaine de morts en France? Je ne sais pas, c'est toi qui m'informes. Il faut t'informer. Ben, tu parles, alors il faut t'informer. Il y a une dizaine de morts en France depuis cette manifestation de Gilets jaunes. S'il te plaît. S'il te plaît, mais je te donne une information à tes journalistes, il faut vérifier. Et je dis. Et qui est-ce qui les a tués? S'il te plaît, j'arrive. Ce que je voulais dire. Ah non, je suis pas d'accord avec vous. C'est à quoi? Je ne voulais pas rentrer dans ce débat. Mais je crois que tu es obligé. Oui, parce que tu défends l'indéfendable. Les manifestations qui sont autorisées par la loi, c'est celles qui sont pacifiques. Je croyais que mon confrère le savait. Non, c'est toi qui sais tout, informe-moi. Oui, mais tu dois le savoir. Tu as lu la loi sur les manifestations, tu dois la connaître. Et donc, je crois que évitons ce débat. Souhaitons vraiment que la procédure soit accélérée et que les innocents soient libérés et que les coupables connaissent leur sort et qu'éventuellement le chef de l'État envisage peut-être de leur accorder une grâce présidentielle. Maintenant, pour revenir à la question des défis, je crois que les défis sont les défis sociaux d'abord. Parce qu'on a fait beaucoup de bouquins sur les réformes qui, à mon avis, peuvent être réglées en une demi-journée. En une demi-journée? Mais après, le travail sur lequel j'attends les députés, c'est de continuer un peu ce que certains députés ont commencé dans l'ancienne législature. C'est de mieux contrôler l'action du gouvernement et surtout, c'est d'initier des propositions de loi. On n'a pas vu beaucoup de lois venir des députés. Il faut qu'ils en proposent et dans des domaines qui intéressent les populations, dans les domaines qui intéressent le développement, dans les domaines qui peuvent encourager et faciliter, promouvoir le développement du pays. Et pour Agum Kodjo, l'Assemblée nationale doit être transpartisane et aller dans le sens de l'intérêt national. Et ainsi se referme donc Actu Débat de ce mercredi 9 janvier de l'an 2019. L'autre sujet qui nous intéressera demain, bien sûr, c'est qui succédera à Selom Klassou au poste de Premier ministre dans le prochain gouvernement. Pour le prochain gouvernement, c'est une question qui intéresse beaucoup les auditeurs. On se demande si on aura de nouvelles figures dans le prochain gouvernement ou si on va reconduire encore ceux qui ont toujours fait le gouvernement, ceux qui vivent, dirait quelqu'un de l'État. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la 97.1, merci rapidement pour l'assistance technique. Au micro, l'équipe de Kadokam, c'est bien, au revoir et prenez très bien soin de vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.